Bon, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du programme des troisième années universitaires, module parodontologie, on va voir les défauts osseux, diagnostic et traitement, c'est-à-dire les deux volets, diagnostic et traitement. On va les voir aujourd'hui. Pour introduire, l'os, c'est un tissu dynamique en perpétuel remaniement. La phrase os est un tissu dynamique en perpétuel remaniement, vous allez l'entendre souvent quand on parle de l'os. C'est-à-dire que l'os, c'est un tissu qui se résorbe et qui se reforme en continu. D'accord? Et donc, l'os, c'est un tissu qui ne reste pas le même, c'est-à-dire sous la charge fonctionnelle ou bien avec les lises et les traumatismes chroniques ou même dans un état physiologique normal, l'os va se résorber et va se réformer de nouveau d'une façon continuelle. D'accord? Et donc l'os, c'est un tissu dynamique en perpétuel remaniement, soumis à des facteurs locaux et systémiques. Locaux, c'est généralement la force appliquée sur l'os, les microtraumatismes et le traumatisme euh, appliqués sur l'os. Il y a aussi le facteur fonctionnel, d'accord, le facteur pathologique local, d'accord, et donc il y a toujours des facteurs locaux qui vont influencer le dynamisme de l'os, la résorption et la position de l'os. Et des facteurs systémiques. Il y a aussi, par exemple, le métabolisme phosphocalcique de l'organisme. Il y a les maladies d'ordre général. Il y a la nutrition, d'accord? Et donc, plusieurs facteurs vont altérer le mécanisme de résorption à position de l'os. La parodontopathie est responsable de les osseuses de forme et d'étendue différentes. S'il y a une maladie parodontale, l'os alvéolaire qui entoure les dents peut se résorber suite à cette maladie. D'accord? Les défauts osseux, c'est le résultat de l'évolution de la parodontite. Donc, quand il y a une destruction osseuse de l'os alvéolaire, on appelle ça un défaut osseux. La morphologie de ces défauts osseux représente un facteur important dans la prise de décision et les choix thérapeutiques. Et donc, on va voir le traitement de ces défauts osseux dépend essentiellement de la morphologie des défauts. Est-ce que c'est un défaut angulaire ou horizontal, la profondeur des lises, etc. Et donc, la morphologie de la lise osseuse, bien le défaut osseux, va influencer notre prise de décision thérapeutique dans le cadre de la prise en charge de ces atteintes. Un petit rappel sur la physiologie osseuse. Donc, le tissu osseux est un constituant primordial du squelette de l'adulte. Le tissu osseux est un constituant primordial du squelette de l'adulte. C'est un tissu conjonctif spécialisé. Ça, c'est une phrase qui est très très importante. L'os est un tissu d'origine mésenchymateuse, c'est-à-dire que l'origine de l'os est un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, représenté principalement par les fibroblastes, va se spécialiser et se transformer en os. Donc la fibroblaste se transforme en ostéoblaste. Cet ostéoblaste, cette cellule va sécréter une matrice euh, ostéoïde non calcifiée. Et donc cette matrice extracellulaire va se calcifier par la suite et donner l'os. D'accord? Mais le tissu osseux, l'os, c'est un tissu qui reste un tissu conjonctif. D'accord? Et toutes les maladies qui affectent le tissu conjonctif vont affecter éventuellement l'os. L'os protège les organes vitaux, joue le rôle de réserve de calcium. Et on va voir ça dans le métabolisme phosphocalcique où l'os, c'est le réservoir primordial de calcium et de phosphate. D'accord? L'os est classé selon son aspect macroscopique en os spongieux et os cortical. La différence entre les deux, c'est les espaces médulaires. D'accord? L'os spongieux est riche en espaces médulaires. D'accord? Et donc, il y a un tissu vasculaire relativement riche. D'accord? Mais l'os cortical, c'est un tissu qui est dense. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très calcifié et pauvre en vascularisation. D'accord? Et cette notion-là va affecter la cicatrisation de l'os et la réponse de l'os
aux différents stimuli, par exemple la maladie parodontale ou autre. D'accord? Donc faire la différence entre l'os spongieux et l'os cortical, c'est important. Et selon son aspect microscopique, en os primaire, immature et en os secondaire. Généralement, après un traumatisme ou après la première formation de l'os, l'os c'est un os primaire. Et l'os primaire, c'est un os qui est plus ou moins anarchique, organisé d'une façon plus ou moins anarchique. Par contre, l'os secondaire, c'est l'os qui se produit après la résorption osseuse. D'accord? Donc, il y a d'abord la formation osseuse et après, il va y avoir une résorption qui va être suivie par une formation. On appelle ça un os secondaire qui est mature, qui est plus organisé, qui est plus ou moins réparti d'une façon favorable pour répondre à la fonction. Le remodelage, résorption à position, se fait par deux processus. Il y a la résorption et il y a la position. La résorption, c'est tout simplement la destruction et la position, c'est la formation. Ces processus sont couplés dans le temps et sont caractérisés par la présence d'unités osseuses multicellulaires, d'accord? Ce qu'on appelle le BMU. Les BMU comportent des ostéoclastes, les cellules qui résorbent l'os, la résorption, d'accord? Des vaisseaux ou des cellules périphériques, une couche d'ostéoblastes, formation, position, qui représente une matrice organique néoformée. Donc, il y a la zone où il y a une résorption osseuse. Cette zone de résorption osseuse va se transformer en une zone riche en vaisseaux et cellules périphériques. Les cellules périphériques vont se transformer en ostéoblastes, d'accord? Et les vaisseaux vont assurer un apport en nutriments qui est nécessaire pour la formation osseuse. La séquence de remodelage, la résorption ostéoclastique qui précède la position et c'est logique, d'accord? Donc il y a toujours une destruction qui va être suivie par une formation selon une séquence ARIF. La séquence ARIF, c'est l'activation des cellules dormantes qui résorbent l'os. Après, c'est la résorption, l'inversion, la transformation du tissu bordant d'un tissu, c'est-à-dire ostéoclastique, qui va détruire l'os, en un tissu ostéoblastique, d'accord, qui va former l'os, d'accord? Et après l'inversion, c'est la formation, et on appelle ça la séquence ARIF. Voilà ce qu'on appelle la séquence ARIF. Il y a les cellules dormantes d'abord, après c'est l'activation. L'activation va transformer ces cellules en ostéoclastes. Les ostéoclastes vont résorber l'os. Reversal ou bien inversion. Cette inversion va transformer ces cellules ou bien former les cellules du collagène en ostéoblastes. Ces ostéoblastes vont former l'os, une matrice d'abord ostéoïde non minéralisée, qui va être minéralisée par la suite pour former ce qu'on appelle l'os. D'accord? Et donc, résorption, inversion, et après formation de l'os. Arrive. Maintenant, le processus alvéolaire est la portion du maxillaire et de la mandibule qui forme et supporte l'alvéole de la dent. L'extension de là jusqu'à la partie coronaire, ça c'est le processus alvéolaire. Tout ça, c'est le processus alvéolaire. Le processus alvéolaire, il contient ce qu'on appelle l'os alvéolaire proprement dit. L'os alvéolaire proprement dit, c'est ça. C'est la partie de l'os où on trouve les fibres d'ancrage du desmodonte. On appelle ça les fibres de Charpé. D'accord? Donc l'os qui entoure l'alvéole à l'intérieur, on appelle ça l'os alvéolaire proprement dit. Il se forme lors de l'éruption de la dent. Bien sûr, lors de l'éruption de la dent, c'est la racine qui se forme, c'est le desmodonte qui se forme, et par conséquent, c'est l'os alvéolaire qui se forme. Et disparaît progressivement après la perte de la dent. Après l'extraction de la dent, il va y avoir une résorption de cet os et une destruction osseuse et une résorption de l'os alvéolaire. On distingue trois composants du processus alvéolaire, les corticales, externes et internes, d'accord? L'os alvéolaire propre et l'os spongieux entre les deux. D'accord? Donc cortical, externe ou interne, l'os alvéolaire
qui assure la fixation des fibres de Charpey, et l'os spongieux entre les deux. La destruction osseuse, c'est un processus de protection. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Le principe, c'est de garder toujours une certaine distance entre la masse microbienne et l'os. L'os, il ne doit jamais être en contact direct avec les microbes. D'accord? Et donc, pour garder une certaine distance entre la plaque bactérienne et le biofilm qui se forme et qui sécrète des toxines, et l'os alvéolaire, il faut garder toujours une distance de 0,5 à 1 mm entre le tissu malade et l'os sous-jacent, ce qui permet l'encapsulation de ce tissu, et donc isolant ainsi l'os alvéolaire. Les osteoclastes, donc, c'est des cellules responsables de la destruction osseuse. Ils proviennent de la différenciation des multinucléaires, donc des cellules de la défense. D'accord? Et donc, c'est des cellules de la défense qui vont essayer d'abord de protéger l'os contre les microbes en détruisant les microbes et en neutralisant les toxines. Mais si l'organisme ne peut plus contenir cette infection, l'os va se résorber pour s'éloigner de cette zone infiltrée, cette zone microbienne. La destruction osseuse se fait selon un mode épisodique et elle est associée à épisodique, c'est-à-dire le patient il reste 6 mois, 1 an, aucun problème, aucune résorption osseuse, et après 1 mois et 2 mois de phase active. Donc 2 mois ou 3 mois d'activité ostéoclasique. D'accord? Il y a toujours une destruction. Et après, une période de quiescence. Donc après ça, il va y avoir, le patient va développer une résorption osseuse, bien sûr. Et après cet épisode infectieux, ou bien épisode de destruction osseuse, il va y avoir une période de quiescence, généralement qui est longue, de 1 an, 2 ans. Donc, cette période de destruction osseuse, elle est associée à des ulcérations au niveau de l'épithélium succulaire, à une réaction inflammatoire plus importante, la conversion de la prédominance des lymphocytes T en prédominance des lymphocytes B, d'accord, et l'augmentation des taux des microbes mobiles, ce qu'on appelle les motiles, gram négatifs, anaérobiques et non attachés, d'accord. Et donc, il va y avoir d'abord une manifestation épithéliale avec une ulcération de l'épithélium, une réaction inflammatoire aiguë, et donc la composante inflammatoire part de la phase chronique vers la phase aiguë, la conversion de la prédominance des lymphocytes T en lymphocytes B, et l'augmentation des microbes, ce qu'on appelle les parodontopathogènes. L'inflammation du conjonctif gagne le tissu osseux par les canaux vasculaires en empruntant le conjonctif périvasculaire. Vous allez voir ça. Et donc là, on appelle ça les canaux vasculaires, d'accord? Et donc une fois l'inflammation, elle gagne le tissu conjonctif périosseux, cette inflammation va traverser l'os à travers des canaux vasculaires, d'accord? Et donc il va y avoir une résorption autour de ces vaisseaux, ou bien de ces canaux, d'accord? Cela, la forme et la répartition des vaisseaux sanguins va en partie déterminer la forme ou la morphologie du défaut osseux. D'accord? Et donc, la trajectoire de l'inflammation, bien de l'infection, va déterminer en partie la morphologie du défaut osseux. Maintenant, on va voir les défauts osseux, classification et terminologie. Et ça, c'est très, très important. La morphologie des atteintes osseuses dans la maladie parodontale. La maladie parodontale altère la morphologie osseuse en plus de la réduction en hauteur qu'elle cause. Les facteurs déterminants de la morphologie de la lise sont multiples. Par exemple, la présence d'exostose, de trauma occlusal, tassement alimentaire, ou bien les variations physiologiques de l'os alvéolaire, la formation osseuse de soutien. Le processus osteogénique tend à renforcer la trabiculation osseuse réduite par la maladie. Et donc, il va y avoir des zones de formation au sein de cette zone de lise qui va en quelque sorte altérer la morphologie osseuse.
et aussi la nature ou bien le diagnostic de la maladie. Les parodontites agressives, par exemple, présentent des morphologies de défauts osseux plus ou moins différentes, d'accord? Et donc, les différentes maladies parodontales peuvent présenter des défauts osseux plus ou moins typiques et spécifiques à cette maladie parodontale. Maintenant, la lise la plus fréquente, c'est la lise horizontale. Et si on regarde bien le schéma, on trouve, on peut comprendre c'est quoi cette lise horizontale. Donc, c'est la forme la plus fréquente. L'os alvéolaire est réduit en hauteur, mais le bord marginal de l'os reste perpendiculaire à la dent. Les septa interdentaires et les tables vestibulaires et linguales sont atteintes, mais pas forcément du même degré autour de la même dent. Donc il y a une lise généralisée qui touche toutes les faces, vestibulaire, linguale, distale et mesiale, d'accord? Avec une lise plus ou moins généralisée. Et donc la lise, elle est dite horizontale. Et c'est la forme classique, ou bien la lise classique retrouvée dans la parodontite chronique. Et c'est la lise la plus fréquente. La lise angulaire ou verticale, c'est un peu moins fréquent, mais c'est la forme de maladie euh, qui présente le pronostic le plus mauvais. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une lise angulaire, c'est un indicateur négatif. Maintenant, certes, la lise angulaire répond un peu mieux au traitement, d'accord? Mais le traitement de la lise angulaire est complexe. Ça nécessite des greffes osseuses, ça nécessite des lambeaux, de la régénération. Mais, mais, la réponse au traitement, elle est on peut dire défavorable en termes de récidive. En termes de régénération, c'est plus favorable que la lise horizontale, mais en termes de récidive, cette lise, elle est très récidivante. Et donc, si je résume, la lise horizontale répond favorablement à un traitement simple, dans le sens où on peut éradiquer la poche, mais on ne peut pas avoir une régénération. La lise angulaire, elle répond favorablement en termes de régénération, mais c'est un indicateur de risque parce que les lises angulaires évoluent vite et généralement sont difficiles à contrôler en termes de récidive. C'est-à-dire, même si vous faites le traitement, vous faites la régénération, vous allez avoir une bonne régénération, mais le taux de récidive il est très élevé. Et donc, angulaire et horizontale, deux pronostics différents, deux traitements différents, et même en termes de planification thérapeutique, ce qu'on appelle l'évaluation des facteurs de risque, c'est deux choses différentes. Angulaire, c'est plus risqué, taux de récidive plus élevé, mais en termes de régénération, ça répond favorablement au traitement. Lise horizontale, ça répond favorablement à un traitement simple. On peut arrêter l'évolution de la maladie, mais on ne peut pas avoir une régénération. Donc, schématiquement, ça, c'est une gingivite, ou ce qu'on appelle une fausse poche. Ça, c'est une lise horizontale, où le fond de la poche est coronaire au niveau osseux. Et ça, c'est une lise angulaire où le fond de la poche est apical par rapport à l'os. D'accord? Schématiquement, ça, c'est une lise angulaire et ça, c'est une lise horizontale. Et donc, la différence entre les deux, ce qu'on appelle une poche supra-osseuse et une poche infra-osseuse, c'est le rapport entre le fond de la poche et le niveau osseux. Alors, dans les lises angulaires, généralement, il y a trois classes. Il y a la lise à trois parois. On trouve la dent concernée par la lise et trois parois
osseuse qui entoure le défaut, le vide. Donc le vide, c'est le défaut osseux, entouré par une, deux, trois parois. Ça, c'est une lise à trois parois. Ça, c'est une lise à deux parois. On trouve la dent concernée par la lise, le vide, bien la lise, le défaut osseux, et une, deux parois. Une, deux parois. La troisième paroi est complètement détruite par la maladie parodontale. La troisième type, c'est la lise à une paroi. On trouve une seule paroi qui reste intacte. Les deux autres parois sont complètement détruites. Maintenant, en termes de traitement, pourquoi on fait la différence entre les trois? Parce que là, si je veux avoir une régénération, je vais avoir trois sources supplémentaires en cellules régénératrices. D'accord? Donc, je vais avoir des ostéoblastes qui vont venir de la paroi numéro 1, des cellules régénératrices qui vont venir de la paroi numéro 2 et des cellules qui vont venir de la paroi numéro 3. Et donc le potentiel de la régénération dans ce cas-là est plus favorable par rapport à la lise à deux parois. On trouve uniquement deux sources de cellules. La lise à une seule paroi, c'est la forme la plus défavorable parce qu'il y a une seule source de cellules. Maintenant, une lésion à trois parois intéresse une seule dent et se forme lorsqu'un seul mur osseux est détruit. Ce type de lésion présente un potentiel de cicatrisation favorable, on peut dire même très favorable, étant donné qu'il n'existe in situ qu'une seule paroi radiculaire exposée à la poche parodontale qui est envahie par les biofilms sous-gingivaux. C'est-à-dire dans ce cas-là, la lise concerne une seule partie de l'os. Il y a trois parois qui entourent les défauts, donc c'est un défaut qui est bien entouré par le tissu osseux intact. Et donc, les cellules régénératrices peuvent enrober ou bien remplir le défaut osseux et assurer une certaine régénération. La lise à deux parois intéresse une ou deux dents. Et là, il faut faire la différence entre les deux formes de la lise à deux parois. Il y a ce qu'on appelle une lise à deux parois simple, comme dans ce cas-là, ou une lise type cratère, où la paroi, ou bien les deux parois restantes, sont les parois vestibulaires et linguales ou palatines. D'accord? Et donc, l'os interdentaire est détruit. C'est une lise à deux parois, vestibulaire et linguale, qui touche deux dents adjacentes. Donc la surface radiculaire de cette dent fait face à la surface radiculaire de cette dent. Et l'os interdentaire, ou bien le septum, est détruit. L'os vestibulaire et l'os lingual ou palatin sont intacts. Si une seule dent est concernée, si les deux murs osseux sont contigus, avec la perte d'une des deux corticales, soit externe, soit interne, deux dents sont touchées par la perte osseuse si le défaut osseux forme un cratère, le vide entre les deux parois vestibulaires et linguales, on appelle ça un cratère, qui se constitue après la destruction de l'os interdentaire avec préservation des deux corticales, la corticale vestibulaire et linguale ou palatine. Le potentiel de cicatrisation diffère en fonction de la disposition des parois. Ce potentiel reste satisfaisant en présence d'un cratère. En revanche, il diminue nettement lorsque les murs sont côte à côte, comme dans ce cas-là. Donc, cratère, nous avons deux parois qui assurent la régénération, ou bien la source en cellules régénératrices, mais deux parois dentaires qui vont maintenir le caillot sanguin en place, qui vont stabiliser le caillot sanguin entre les quatre parois, c'est-à-dire la première paroi qui est osseuse, la deuxième paroi qui est osseuse, la troisième paroi qui est dentaire,
et la quatrième paroi qui est dentaire. Et donc là, le caillou sanguin qui va remplir ce défaut-là, c'est un caillou sanguin qui est stable. Mais par contre, dans ce cas-là, il y a une surface dentaire, une surface osseuse là en linguale, une surface osseuse en mésialo-distale, mais la paroi externe, la corticale, est détruite et donc le caillou sanguin est moins stable que dans ce cas-là. Et donc, si on compare le potentiel de régénération des deux, on va trouver que les cratères, dans ce cas-là, présentent un meilleur potentiel de régénération par rapport aux défauts à deux parois qui ne sont pas des cratères. La lésion qui présente le taux de régénération le plus faible, c'est les lésions à une paroi. Et donc, ce type de lésion présente un seul mur osseux interdentaire. Les corticales vestibulaires et linguales sont détruites, donc pas d'os en vestibulaire et en linguale. Et par conséquent, la lésion est surtout circonscrite par les deux parois dentaires avasculaires. Et donc là, c'est dentaire et c'est avasculaire, et donc il n'y aura pas de cellules qui vont venir par là. Et conjonctif, l'externe là, on a perdu la paroi osseuse, et donc c'est la gencive qui va recouvrir cette paroi-là. La gencive, elle est riche en conjonctif, mais la gencive n'assure pas la régénération de l'os. Et donc, le conjonctif gingival qui va recouvrir cette partie-là ne va pas contribuer d'une façon positive à la régénération de ce défaut-là. Et donc, nous avons une seule paroi interproximale qui va assurer la régénération osseuse et deux parois gingivales qui vont être un élément défavorable pour la régénération osseuse et une paroi dentaire qui n'est pas ni vascularisée ni source de cellules de régénération, ce qui assombrit significativement le pronostic de ce défaut. Maintenant, pour la démarche diagnostique, comment on va faire notre diagnostic? Là, il faut faire attention parce que les défauts osseux, c'est un problème parodontal. Et donc, la prise en charge de ces défauts osseux, c'est similaire à la prise en charge de tout problème parodontal. Nous avons un examen clinique. Dans l'examen clinique, nous avons un interrogatoire où on va évaluer le facteur de risque, par exemple le patient qui fume, le patient qui n'est pas motivé à l'hygiène, le patient qui est diabétique. Après l'examen ou l'interrogatoire, on fait notre examen exobuccal et notre examen endobuccal. Dans l'examen endobuccal, on cherche la position de la dent concernée par le défaut. Bien sûr, une dent dans le secteur postérieur, c'est une dent qui est beaucoup plus difficile à traiter. L'accès chirurgical est difficile, le nettoyage est difficile, l'assainissement est difficile, et donc une dent antérieure, c'est plus facile à traiter par rapport à une dent postérieure. La mobilité de la dent, nous avons parlé de la stabilité du caillou sanguin comme une condition pour la réussite de la régénération. Et donc, si vous avez une dent qui est très mobile, cela va affecter d'une façon négative les résultats de notre régénération. L'environnement muqueux, si nous avons une muqueuse mobile, une muqueuse qui n'est pas kératinisée, une muqueuse mobile va déstabiliser le caillou sanguin et donc c'est un élément négatif par rapport à la régénération. Et donc, on va voir ça, c'est un élément qui se répète souvent, la stabilité du caillou sanguin au niveau du défaut osseux va jouer un rôle très très important pour la régénération. Et donc, si nous avons un caillou sanguin qui est stable, on peut espérer une régénération, mais si la dent elle bouge, si la muqueuse bouge, si le défaut bouge, et donc tout ça c'est un élément négatif par rapport à la régénération. Maintenant, pour l'évaluation radiologique, c'est un peu intriguant, d'accord? Pourquoi? Parce que généralement, les défauts osseux, c'est des lises tridimensionnelles. Et l'évaluation fréquemment demandée, c'est une évaluation bidimensionnelle, c'est des rétroalvéolaires ou la radio panoramique. Et ce n'est pas généralement suffisant pour évaluer d'une façon correcte la forme et la morphologie du défaut osseux. Qu'est-ce qu'on peut demander aussi? On peut demander ce qu'on appelle le cone beam. Le cone beam, c'est une imagerie tridimensionnelle où on peut évaluer d'une façon correcte le défaut osseux. D'accord? Et donc, si vous voyez que, d'après le sondage, vous suspectez la présence d'un défaut osseux angulaire qui nécessite un traitement complexe, type greffe osseuse ou régénération osseuse, il est sage de demander une radio tridimensionnelle
pour mieux évaluer le défaut osseux et apprécier la morphologie de ce défaut et poser une indication correcte par rapport à la régénération. Et donc, pour le diagnostic, généralement, et là, il faut faire très attention, il y a ce qu'on appelle un diagnostic global, où il y a le diagnostic de la parodontite chronique ou la parodontite agressive ou autre, d'accord? Mais aussi le diagnostic local, lisse angulaire, lisse verticale, lisse angulaire à 2 parois, à 3 parois, cratère ou autre, d'accord? Maintenant, on va parler du traitement. Et il faut toujours se rappeler que le traitement des défauts osseux fait partie du traitement de la maladie parodontale. Donc, il y a un défaut osseux et une maladie parodontale qui touche les dents. Et donc, le traitement concerne la maladie parodontale. Donc, on commence par la phase initiale où on fait un traitement étiologique, le détartrage, surfaçage radiculaire, traitement des caries, motivation à l'hygiène, l'élimination des prothèses mal ajustées et tout. Une fois la phase 1 du traitement est finie, on laisse le patient se cicatriser. Et après la cicatrisation, on va faire la réévaluation et selon les résultats de la réévaluation, notre plan de traitement sera établi. C'est-à-dire, le diagnostic d'un défaut angulaire à 2 parois, à une paroi, à 3 parois, 2-3 mm de profondeur, et tout ça, ça fait partie de la réévaluation généralement. Et donc, vous faites votre traitement initial, le patient il va répondre à votre traitement, il va cicatriser, et après la cicatrisation, vous faites votre réévaluation, et lors de la réévaluation, vous faites l'évaluation de la lise osseuse ou du défaut osseux pour mieux établir votre plan de traitement. Donc, le traitement des défauts osseux suit exactement le protocole de prise en charge des différentes atteintes parodontales. Et donc, il y a la phase initiale étiologique. Si vous voyez que la phase initiale étiologique est suffisante, vous passez directement à la maintenance. Si vous voyez que la phase initiale n'est pas suffisante, vous faites la réévaluation et selon la réévaluation, vous faites soit des lambeaux d'assainissement simples, soit une chirurgie osseuse résectrice, soit une chirurgie osseuse régénérative. Donc je répète, on fait notre traitement initial. Si le traitement initial est réussi, on passe à la maintenance. Si après le traitement initial et la réévaluation, on juge que le traitement est insuffisant et qu'il y a toujours des défauts osseux, on fait soit des lambeaux d'assainissement, généralement dans les défauts peu profonds, soit de la chirurgie osseuse résectrice, soit la chirurgie osseuse régénérative selon le besoin en traitement. Donc la phase non chirurgicale, on commence par la préparation parodontale et la motivation à l'hygiène. L'objectif de cette phase est au contraire de créer un lien de confiance entre praticien et patient pour que celui-ci accepte l'idée que l'attention qu'il apporte à sa bouche est insuffisante. Et ça, c'est généralement le premier message à transférer au patient. Vous faites des efforts, mais c'est insuffisant. Il faut faire plus, compte tenu de sa pathologie. Pourquoi c'est insuffisant? Parce qu'il y a un problème. Cette préparation parodontale fait partie intégrante du traitement. D'ailleurs, c'est la partie la plus importante du traitement. C'est elle qui conditionne en grande partie le succès ou l'échec des traitements que le praticien réalisera par la suite. Le meilleur chirurgien va avoir des échecs s'il ne respecte pas cette phase. Si votre patient est motivé, il se brosse les dents correctement, il est présent, il respecte les rendez-vous, vous allez réussir le traitement. Si vous n'avez pas un patient correct qui respecte les rendez-vous, qui se brosse les dents correctement, n'essayez même pas parce que vous allez échouer. Le praticien doit prendre conscience qu'il est l'auteur principal, le patient, pardon, doit prendre conscience qu'il est l'acteur principal de son traitement. Le facteur ou la variable la plus importante du traitement, c'est le patient. C'est la motivation du patient. Parce que même avec un patient qui présente
par exemple une mauvaise cicatrisation, vous pouvez améliorer les résultats en utilisant des produits, en utilisant par exemple des axes plus avancés. Même si votre patient présente une maladie d'ordre général, vous pouvez en quelque sorte gérer la maladie d'ordre général pour une meilleure prise en charge. Mais si votre patient n'est pas motivé à l'hygiène, il n'est pas présent, donc dans ce cas-là, c'est l'échec à 100%. Et donc, pour réussir le traitement, la phase la plus importante, et j'insiste toujours sur cet élément-là, c'est la motivation du patient, c'est la contribution du patient, c'est la présence du patient et c'est la contribution du patient. L'assainissement supragingival, c'est quoi? À l'issue de la préparation parodontale, on observe une baisse des signes inflammatoires. Le patient prend alors conscience du rôle que lui seul a pu avoir sur l'amélioration de son état parodontal. Et donc le patient, il commence à se brosser les dents correctement, il va voir qu'il y a une amélioration. Le fait de ne faire un assainissement supragingival qu'à la seconde de séance lui permet alors d'attribuer ces améliorations cliniques aux seules modifications de son comportement. Et donc le fait d'améliorer l'hygiène bucco-dentaire, le nettoyage, le brossage, etc., va améliorer d'une façon significative les indices parodontaux. Et donc le patient, il doit voir ça, il doit comprendre ça, et donc il va voir et comprendre que son rôle est primordial dans la réussite du traitement. Le détartrage complété par l'élimination des obturations iatrogènes permet l'assainissement supragingival. Et on commence toujours par l'assainissement supragingival et l'élimination de toutes les conditions qui peuvent maintenir la plaque. Les obturations débordantes, les prothèses mal ajustées, les composites et les amalgames qui favorisent l'accumulation de la plaque, les surfaces rugueuses, etc. Et donc ça, c'est un élément qui va favoriser l'hygiène bucco-dentaire et qui va rendre l'hygiène bucco-dentaire plus facile et plus efficace, bien sûr. Le surfaçage chirurgical, ou bien ce qu'on appelle le traitement radiculaire ou l'assainissement radiculaire ou sous-gingival, c'est l'élimination chimique et mécanique de la flore microbienne présente dans les poches parodontales et adhérente aux surfaces radiculaires. Il prend en compte l'élimination de la plaque, du tartre radiculaire, du sément infiltré, ainsi que la dentine contaminée par les bactéries. Une approche plus conservatrice, on appelle ça débridement parodontal, est actuellement retenue. Cela correspond à un surfaçage doux et conservateur des racines sans l'élimination de la dentine ou du sément. Et donc, c'est plus conservateur, mais il faut faire attention. Il ne faut pas aussi exagérer un peu et laisser des dépôts de tartre et dire que c'est juste un surfaçage radiculaire ou bien c'est juste un débridement. D'accord? Il faut faire attention. Un nettoyage correct est un nettoyage correct. Parfois, il faut être un peu plus agressif pour mieux nettoyer et rendre la surface radiculaire plus propre et plus lisse pour assurer une cicatrisation plus favorable. Le but donc est de désorganiser la flore bactérienne en décontaminant les surfaces radiculaires et en éliminant les agents toxiques, les toxines microbiennes. L'aspect lisse de la racine n'est pas recherché, mais par contre l'aspect propre et dur est recherché. Parce que si vous laissez le sément radiculaire qui est mou, infiltré, ça c'est une source en microbes. Si vous laissez par exemple des dépôts de tartre sur la surface radiculaire, vous n'aurez pas une adhésion épithéliale et donc vous n'aurez pas une cicatrisation parodontale. Et donc là, il faut faire attention. Il faut trouver le juste milieu. Ne pas traumatiser d'une façon importante la surface radiculaire, mais aussi ne pas laisser des dépôts sur la surface radiculaire. Donc le succès de cette phase du traitement est essentiel pour le maintien à long terme des résultats. Le meilleur chirurgien va échouer s'il ne respecte pas cette phase. D'accord? Et donc la phase 1 du traitement est la phase la plus importante. Donc, cette phase permet au clinicien d'évaluer la coopération du patient, et ça, c'est un élément clé. Si vous voyez que le patient ne respecte pas les rendez-vous, ne se brosse pas les dents, vous n'allez pas quand même faire des actes de régénération et des actes complexes chez lui. Il ne respecte pas le traitement, on ne va pas lui offrir un traitement complexe qui va échouer. Et la réponse tissulaire chez le patient. Et ça, c'est un élément qui est un petit peu variable.
Il y a des gens qui présentent une réponse tissulaire très favorable, d'autres qui présentent une réponse tissulaire qui n'est pas favorable. Si la réponse tissulaire est favorable, on sait dès le départ que les traitements ultérieurs vont être moins complexes. Et si on voit que le traitement est, ou bien la réponse au traitement est défavorable, on sait dès le départ que le patient va nécessiter des traitements plus complexes. Et il faut expliquer ça au patient et il faut communiquer ça au patient. Ça, c'est les deux éléments fondamentaux dans la prise de décision et de la planification. Et là, c'est la réévaluation. Donc le patient, il revient, on va voir s'il est coopérant, s'il contribue au traitement, et si la réponse tissulaire est favorable ou non. Est-ce qu'on va faire des traitements complexes par la suite ou le simple traitement non chirurgical va suffire? Donc, si on juge que le traitement non chirurgical est insuffisant, on peut commencer ou faire des lambeaux d'assainissement selon les indications. Donc, c'est quoi des lambeaux? C'est le fait d'ouvrir la gencive ou la muqueuse et de nettoyer sous la gencive pour assurer une meilleure cicatrisation de la gencive sur la surface osseuse. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire ouvrir la gencive, nettoyer, enlever le tissu de granulation et resuturer, refermer le lambeau. Et ça va aider l'épithélium et le conjonctif de s'adhérer à la surface radiculaire et donc d'avoir une cicatrisation de la poche parodontale. La surface radiculaire est exposée afin d'avoir un accès direct aux instruments, les instruments plutôt. Cette exposition permet une meilleure visualisation et assainissement des surfaces sous-gingivales. Donc on ouvre pour mieux voir et mieux nettoyer la surface radiculaire. Dans le cas des défauts osseux non profonds ou favorables, donc si nous avons par exemple un défaut de 2 ou 3 mm angulaire à 3 parois, cette technique seule peut améliorer la situation clinique et peut éradiquer les défauts, bien la lise. D'accord? Et donc si nous avons des défauts qui sont peu profonds et des défauts favorables, les lambeaux d'assainissement généralement suffisent. D'accord? Maintenant, la chirurgie osseuse résectrice, c'est la volée, ou bien le volet, la partie la plus simple, on peut dire, en termes d'intervention. Pourquoi? Parce qu'on ouvre et tout ce qu'il y a comme irrégularité dans la surface osseuse ou bien dans l'architecture osseuse, on va l'aligner. On prend une fraise ou une instrumentation manuelle ou la piézo-chirurgie et on va aligner et régler l'architecture osseuse. Et ça, c'est la partie la plus, on peut dire, simple, mais c'est une intervention qui est assez, on peut dire, peu conservatrice. D'accord? Et donc, on essaie toujours d'aller vers la régénération, sauf si la résection y indique. On va voir quelques termes, ce qu'on appelle la terminologie. Ça, c'est une question qui est très fréquente dans les concours de résidana. La différence entre l'osteotomie et l'ostéoplastie. L'ostéotomie, c'est quoi? C'est l'élimination d'une partie de l'os alvéolaire impliqué dans l'attache os de support afin de redonner à l'os alvéolaire une architecture physiologique. Et donc, si l'os est impliqué dans le soutien, c'est-à-dire si vous enlevez une partie de l'os alvéolaire proprement dit, on appelle ça ostéotomie. L'ostéoplastie, c'est l'élimination d'une partie de l'os non impliquée dans la tâche. Et donc, si vous faites une chirurgie osseuse et si vous enlevez une partie de l'os sans toucher l'os alvéolaire propre, bien proprement dit, on appelle ça ostéoplastie. Pour les architectures, il y a ce qu'on appelle une architecture idéale où l'os est festonné, il suit les collets des dents anatomiques, d'accord, avec un os interdentaire plus coronaire par rapport à l'os en vestibulaire en lingual. Donc l'architecture idéale, c'est l'os alvéolaire au niveau proximal et plus haut qu'au niveau vestibulaire ou lingual, donnant ainsi un aspect festonné. Et donc l'os, il suit la forme de la gencive ou bien le feston gingival. On appelle ça une architecture idéale. Une architecture positive, c'est le niveau osseux radiculaire qui est plus bas que celui interdentaire. Et ça,
on peut dire que c'est acceptable, mais bon. L'architecture négative, c'est l'inverse. C'est le niveau osseux interdentaire qui est plus apical que le niveau osseux radiculaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'os en interdentaire, c'est apical, et après, c'est l'inverse. En vestibulaire, il remonte. Et après, il descend en interdentaire, et en vestibulaire, il remonte. L'architecture plate, c'est le niveau osseux vestibulaire et interdentaire qui sont au même niveau. Regardez la différence entre les deux. Donc ça, c'est l'architecture idéale ou positive. C'est l'os interdentaire qui est coronaire par rapport à l'os vestibulaire. La gencive va suivre le feston des colliers anatomiques des dents. D'accord? Et donc l'os, la gencive ici, va suivre l'os et donc elle va monter pour former ce qu'on appelle les papilles interdentaires. Et après, elle va redescendre pour suivre le collet anatomique de la dent naturelle et bien sûr l'os sous-jacent. Et après, ça va remonter en interdentaire. On appelle ça une architecture idéale ou positive. L'architecture négative, c'est l'os en interdentaire qui est détruite. Et donc, il y a ce qu'on appelle des creux en interdentaire. Pourquoi ça, c'est négatif? Tout simplement parce que regardez la distance entre le point interdentaire et l'os interproximal. Donc la distance entre le point interdentaire et l'os interproximal doivent être remplies par la gencive. Et cette distance, elle est tellement importante qu'elle va donner des poches parodontales. Donc si je laisse cette architecture, je vais avoir une récidive de la poche parodontale même après un traitement chirurgical. Et donc le patient, il vient avec une architecture pareille. Je fais le sondage en vestibulaire et je ne trouve pas de problème. Je fais le sondage en interproximal et je trouve qu'il y a des poches parodontales. Je fais mon traitement et après la cicatrisation, je vais voir que je n'ai plus de poches parodontales. Je suis heureux. Après 6 mois, le patient il revient avec une inflammation. Je ressens et je trouve que la poche a récidivé. Pourquoi? Parce que l'architecture osseuse n'est pas favorable. D'accord? Et donc, pour éradiquer ce problème-là et éviter ce qu'on appelle la récidive de la poche parodontale, il faut intervenir au niveau de l'os interdentaire. Comment? Il faut niveler l'os et redonner à l'os cette architecture. Même si il faut enlever un peu en vestibulaire pour redonner à l'os une architecture positive favorable pour la cicatrisation gingivale et donc pour l'éradication de la poche parodontale. Pour l'architecture plate, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est un peu moins sévère. Et donc la destruction osseuse en interproximale, c'est important. Et donc la distance entre le point de contact et l'os, c'est important. Et donc, je sais très bien qu'après un traitement, je vais avoir une récidive de la poche parodontale. Et donc, il faut corriger l'architecture osseuse pour éviter la récidive de ces poches parodontales. Donc, c'est quoi les objectifs de la chirurgie osseuse résectrice? La maladie parodontale provoque des degrés variables de destruction osseuse, résultant souvent de surfaces osseuses irrégulières, et l'éradication des poches dépend de la correction des défauts osseux et la restauration d'une morphologie physiologique. Donc, les indications de la chirurgie osseuse résectrice, c'est quoi? C'est les défauts intra-osseux superficiels en périphérie d'une dent au support parodontal suffisant. Si vous voyez par exemple qu'il ne vous reste pas beaucoup d'os pour supporter la dent, cette technique devient contre-indiquée. Donc si vous voyez qu'il y a des défauts osseux qui sont superficiels, qui ne sont pas très profonds, et que le support parodontal est suffisant, vous pouvez faire une chirurgie osseuse résectrice.
L'existence d'os non impliqués dans le soutien qui peut être en rapport avec une poche parodontale ou qui empêche le plaquage du lembout. Parfois, vous faites le lembout, la gencive est ouverte et vous ne pouvez pas resuturer parce que il y a ce qu'on appelle des exostoses et des balcons d'os qui vont empêcher la refermeture de ce lembout-là. Les lésions interradiculaires classe 1 ou 2, et vous avez très bien détaillé le cours des lésions interradiculaires, donc je ne vais pas parler de ça. Les défauts osseux résiduels après tentative de régénération, parfois on fait une régénération d'une lisse par exemple de 7 mm. On règle le problème, mais il nous reste un défaut de 2 mm ou 1,5. Dans ce cas-là, on ne va pas faire une deuxième régénération, on va faire une simple ostéoplastie pour améliorer l'architecture osseuse. La morphologie osseuse est régulière, d'accord, en rapport avec une hémisection, une amputation radiculaire, ça fait partie des atteintures et donc je ne vais pas parler de ça. Ou l'indication la plus fréquente en termes de prothèse fixe, c'est la nécessité de faire ce qu'on appelle l'élongation coronaire. Si vous avez par exemple une carie sous-gingivale ou bien des limites prothétiques qui ne sont pas visibles, vous pouvez faire une chirurgie osseuse résectrice en corrigeant l'architecture osseuse pour exposer les limites prothétiques et donc améliorer les résultats de la prothèse fixe. Les caries profondes, des fractures radiculaires ou les lésions qui sont en sous-gingivale proche de la crête osseuse, ça aussi c'est une indication de la chirurgie osseuse résectrice. Maintenant, pour la chirurgie osseuse régénérative, ça c'est l'idéal. Idéalement, il faut faire ça. Mais bon, il y a des indications de la chirurgie osseuse résectrice. Parfois, les indications sont un peu plus larges parce qu'il y a des limitations thérapeutiques, mais l'idéal c'est d'avoir toujours une régénération. Donc, pour parler un petit peu de la terminologie, la régénération, c'est le processus naturel de renouvellement d'une structure par la croissance et la différenciation des nouvelles cellules, ostéoblastes, des cellules du sémentoblastes, des cellules conjonctives spécialisées du desmodonte, et donc la formation d'un nouvel tissu osseux, d'un nouveau tissu osseux, d'un nouveau sément radiculaire, d'un nouveau ligament alvéolo-dentaire, d'accord? La régénération du parodonte est un processus physiologique continu, d'accord? Il y a toujours apposition, formation. La régénération se manifeste par une activité mitotique de l'épithélium gingival et du conjonctif ligamentaire, formation d'un nouveau tissu osseux et la position continue du sément radiculaire. La réparation, par contre, c'est simplement une restauration de la continuité de la gencive marginale atteinte et le rétablissement d'un sulcus gingival normal au même niveau que le fond de la poche parodontale préexistante. Ça, c'est ce qu'on appelle une réparation. Ce n'est pas une régénération. Vous faites le traitement, vous n'allez pas gagner en système d'attache. D'accord? Le système d'attache, il est intact. Il n'y aura pas vraiment un gain d'attache, mais il y aura une cicatrisation et éradication de la poche parodontale. Pour que la gencive et la tache atteinte retrouvent leurs anciens niveaux, le traitement doit comprendre des techniques et des matériaux spéciaux, ce qu'on appelle la régénération ou bien la reconstitution du parodonte. Si on ne fait pas une technique de régénération tissulaire guidée, si on fait une chirurgie osseuse résectrice ou l'embout d'assainissement, le résultat c'est la réparation. On va avoir une réparation. Pas une régénération, mais une réparation. Si on veut avoir une régénération, c'est les greffes osseuses, c'est les membranes de la régénération tissulaire guidée et tout. Nouvelle attache est la formation de nouvelles fibres desmodontales fixées sur le sément néoformé avec l'attachement de l'épithélium gingival sur la surface radiculaire dénudée par la maladie parodontale. L'adaptation épithéliale est la position de l'épithélium sur une surface radiculaire dénudée par la maladie sans gain dans la hauteur du système d'attache. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? La première, c'est la formation d'une nouvelle attache conjonctive sur la surface radiculaire. Donc, vous avez une poche de 5 mm et vous allez avoir 4 mm d'attache conjonctive. C'est des fibres gingivales qui vont se fixer sur la surface dentaire. On appelle ça une nouvelle attache.
L'adaptation épithéliale, vous avez une poche de 5 mm et au lieu d'avoir une attache ou bien régénération, vous allez avoir un long épithélium de jonction qui va s'adhérer à la surface radiculaire. Et donc, vous n'aurez pas de poche parodontale, mais c'est juste un long épithélium de jonction qui va fermer la poche parodontale. Les études ont montré que ce long épithélium long épithélium de jonction est résistant. Il peut résister à la maladie parodontale. Et donc, on peut, disons, nous contenter de ce long épithélium jonctionnel si on n'a pas d'autre moyen de régénération. Quelques terminologies aussi. L'autogreffe, c'est quoi? C'est un greffon obtenu du même individu. Par exemple, j'enlève l'os de la région de la tuberosité ou bien la région rétromolaire ou mandibulaire et je la greffe au niveau de la 6 ou la centrale ou la canine. Ça, c'est autogreffe. D'accord? Le même individu, la bouche du patient ou ailleurs, et je fais la greffe. L'allogreffe, c'est greffon d'un autre individu d'une même espèce, c'est-à-dire d'autres êtres humains vont donner leur tissu osseux pour donner ce qu'on appelle des blocs d'os ou des grains d'os, d'accord? Et on peut utiliser ça dans les différentes techniques de la régénération. C'est ce qu'on appelle les allografts, les allogreffes. Les xénogreffes, c'est des greffons d'une autre espèce, par exemple l'os d'origine bovine ou d'origine porcine ou d'origine d'un autre animal. Les matériaux alloplastiques, c'est synthétique ou inorganique. Généralement, c'est des minéraux, par exemple les hydroxyapatites et tout ça, c'est des minéraux obtenus d'une façon synthétique et utilisés pour la régénération osseuse. Maintenant, les matériaux présentent trois caractéristiques. Soit une caractéristique ostéogénique, c'est la formation d'un nouveau tissu osseux par des cellules contenues dans le greffon. Et généralement, c'est uniquement les autogreffes qui ont cette capacité-là. Pourquoi? Parce que si j'enlève de l'os de la région rétromolaire, je vais enlever avec l'os des cellules, des osteoblastes. Et donc, ce greffon-là va contenir des cellules de régénération. Et donc, c'est un tissu ou bien un greffon ostéogénique. Il va aider à la formation d'un nouveau tissu osseux. L'osteo-induction, c'est une caractéristique des greffons qui contient des protéines, des molécules, des enzymes qui vont aider et favoriser la régénération osseuse. Par exemple, les allogreffes ou même les autogreffes contiennent des molécules et des enzymes qui vont induire la néoformation de l'os, l'osteogenèse. L'osteoconduction, c'est quoi? L'osteoconduction, c'est quand il y a une physical scaffold, c'est-à-dire une chape physique qui va aider les cellules de l'autre à se former et occuper le greffon pour former un nouveau tissu osseux. Généralement, c'est les xénos et les alloplastiques. Donc, vous mettez le greffon en place et c'est les cellules de l'organisme de l'individu ou bien du receveur qui vont occuper le site greffé par ce matériau. Et donc, les cellules vont occuper le site, vont se multiplier et vont sécréter de la matrice osseuse. Et donc, là, ils vont régénérer l'os. La régénération tissulaire guidée, donc ça c'est la technique la plus sophistiquée de la régénération parodontale. Le principe fondamental de cette technique, c'est seules les cellules du ligament desmodontal ont le pouvoir régénératif des tissus de l'appareil de l'attache parodontale. Cette technique utilise de différents types de membranes afin de couvrir l'os et le ligament et les protège des tissus épithéliales et conjonctifs. On va expliquer ça dans le schéma. Donc ça, c'est une poche. D'accord? Et ça, c'est une lisse angulaire. Si je fais l'assainissement là, si je nettoie cette partie-là, la cicatrisation va venir de l'épithélium. D'accord? Si je fais l'assainissement sans l'embout, sans ouvrir la gencive. Et donc, c'est les cellules épithéliales qui vont s'adhérer
à la surface radiculaire. Cela donne ce qu'on appelle un long épithélium de jonction. Maintenant, si j'ouvre la gencive et j'enlève cet épithélium et je recolle la gencive sur la surface radiculaire par des points de suture par exemple, c'est les cellules du conjonctif qui vont s'adhérer à la surface radiculaire. Cela dans ce qu'on appelle une attache conjonctive. D'accord? Donc, première situation, c'est un long épithélium de jonction. Deuxième situation, c'est le conjonctif qui s'adhère à la surface radiculaire et donc des cellules ou bien des fibres conjonctives, donc une attache conjonctive. L'idéal, c'est quoi? C'est d'exclure les cellules de l'épithélium, d'exclure les cellules du conjonctif et laisser les cellules du ligament et de l'os occuper cette zone-là. Donc, comment on peut faire ça? On ouvre la gencive, on place une membrane. Cette membrane va empêcher les cellules conjonctives d'occuper cet espace. Cette membrane va empêcher les cellules épithéliales d'occuper cet espace. Et donc cette zone-là va être remplie par les cellules osseuses, régénérant ainsi l'os, et des cellules du ligament, régénérant ainsi le système d'attache profonde. D'accord? Et donc la régénération osseuse, c'est quoi? C'est l'utilisation des membranes qui empêchent les cellules épithéliales et les cellules conjonctives d'occuper et donc de contribuer dans la formation ou bien la régénération de la lyse ou bien du défaut osseux. Maintenant, pourquoi on empêche ces cellules-là d'occuper cette zone-là? Tout simplement parce que l'épithélium, c'est le tissu qui présente la cicatrisation la plus rapide. Si je referme et je laisse le tissu sans membrane, ou bien la zone sans membrane, c'est les cellules épithéliales qui vont occuper cette zone-là et ça va donner un long épithélium de jonction. Le conjonctif, c'est très rapide aussi. Et donc, je vais avoir une partie avec un long épithélium de jonction et une partie avec une attache conjonctive. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux avoir une régénération. Si je laisse ce défaut-là, la poche, généralement, va récidiver. Si je laisse le défaut angulaire, la poche va récidiver. Et donc, moi, je veux avoir une régénération. Je veux avoir une régénération de l'os et une régénération des fibres du ligament alvéolo-dentaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour empêcher les cellules conjonctives et épithéliales d'occuper cette zone-là, parce qu'elles sont très très rapides, qu'est-ce que je fais? J'utilise la membrane de la régénération tissulaire guidée. La membrane, ça c'est un produit qui se vend, qu'on utilise en chirurgie. On ouvre la gencive et on place une membrane et on referme. D'accord? Et cette membrane va empêcher les cellules conjonctives et les cellules épithéliales d'occuper ce défaut. Donc pour conclure, comme tout traitement parodontal, la réussite de la chirurgie osseuse repose essentiellement sur le succès de la phase initiale du traitement. La maîtrise des principes de base de la physiopathologie, résorption osseuse, évolution de l'inflammation, permet une meilleure compréhension de la morphologie des défauts osseux et donc du diagnostic. Le choix de la technique, planification thérapeutique, est un élément clé dans la réussite de la chirurgie osseuse. Bon, je vous remercie et je vais vous laisser ma boîte email pour des questions, donc n'hésitez pas de poser des questions. Je vais essayer de répondre, Inch'Allah. Et voilà. Bon courage. Salam alaikum.